Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Si vous suivez déjà un peu mon travail sur cette chaîne, vous aurez sûrement remarqué que parmi mes sujets phares, il y a notamment les Anunnaki. Alors, je vais pas vous refaire le topo sur le sujet, rassurez-vous. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà les bases en ce qui concerne ces illustres dieux mésopotamiens. Et si jamais certains nouveaux s'intéressent au sujet, vous trouverez largement votre bonheur avec les autres vidéos de cette chaîne. Cela fait maintenant de très nombreuses années que je potasse le sujet. Bah si, la chaîne est ouverte depuis 2014 et la première vidéo a été Nibiru et les Anunnaki, donc ça fait de très nombreuses années, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref, depuis tout ce temps où je parle, théorise et image les aventures mythologiques de ces premières divinités de l'humanité, une question revient sans cesse. Alors, cette question pragmatique n'est absolument pas bête, et il est même totalement normal et logique de se la poser, puisqu'elle instaure les bases mêmes de la réflexion sur les Anunnaki. Le problème, c'est que les personnes qui me posent généralement cette question s'en servent comme d'un argument pour anéantir la possibilité ou la véracité de cette mythologie, alors que, comme vous allez le constater vous-même dans cette vidéo, il n'en est rien, bien au contraire. Ah oui, au fait, la fameuse question c'est: mais pourquoi des extraterrestres super évolués viendraient établir une colonie terrestre il y a des milliers d'années en Mésopotamie? Sous-entendu, pourquoi choisir précisément cette région du monde plutôt qu'une autre? Alors déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, on sait jamais, la Mésopotamie ça se trouve juste ici. Il est vrai que si on regarde les choses de loin, on peut vraiment se demander ce que cette région désertique, isolée et loin de tout pourrait bien avoir de si accueillant pour que des dieux exogènes décident de s'y installer et même d'y fonder une civilisation. Bon, du coup, vous vous doutez bien que j'ai quelques idées et quelques arguments pas piqués des hannetons pour répondre à cette question primordiale. Mais pour bien comprendre ce que j'ai à vous dire, il faut tout d'abord replacer le contexte. Alors déjà, et rapidement parce que ça a déjà été traité dans plusieurs autres vidéos, pour quelles raisons ces Anunnaki sont-ils venus sur Terre? Quels étaient leurs objectifs lors de la prise de décision de la Mésopotamie comme lieu d'établissement de leur colonie? En partant des textes antiques de Sumer et des traductions de Zecharia Sitchin, les Anunnaki décidèrent de s'établir sur notre planète afin de venir récupérer des minerais aurifères pour tenter de sauver l'atmosphère de leur planète d'origine, Nibiru. Le but de cette installation sur Terre est donc d'extraire de l'or et de l'expédier ensuite vers Nibiru. Donc, colonie, mine, exportation spatiale. Voilà leurs trois principaux objectifs. Alors, vous énervez pas les furieux de la spiritualité, j'y viens au fait de la symbolique de l'or. Il est vrai que si nous partons du principe que les Anunnaki sont venus sur Terre pour chercher de l'or, physiquement parlant, on ne peut pas exclure le côté hautement spirituel de ce métal, et toute la symbolique ésotérique et alchimique qui est liée tant sur l'image de l'élévation spirituelle que sur la connaissance. C'est d'ailleurs pour cela que ce métal était employé pour tout ce qui concernait les dieux, pour sa valeur physique et spirituelle. On pourrait donc également parfaitement concevoir la venue des Anunnaki sur Terre comme une forme de quête de connaissance, une sorte de voyage galactique visant à leur apporter une forme d'élévation spirituelle par les rencontres, projets et décisions qui seront prises. L'or serait dans ce cas précis la représentation symbolique de l'expérience, de l'apprentissage que ces dieux antiques et exogènes seraient venus chercher. Sur ce dernier point, je voudrais quand même relever deux choses importantes.
Premièrement, ces deux visions de la recherche d'or ne sont pas contradictoires. Les Anunnaki purent parfaitement venir chercher de l'or physique pour sauver leur atmosphère et dans le même temps, une fois sur Terre, suivre une voie spirituelle via les différentes expériences de cette venue qui les conduirait à une élévation spirituelle, à la quête d'un or symbolique. Et deuxièmement, si tel était le cas, l'un n'empêchant pas l'autre, il ne s'agirait au final que de la volonté du tout, menant les Anunnaki sur Terre pour une raison initiale, purement matérielle, afin qu'ils y découvrent la véritable raison de leur venue sur Terre, et qu'ils puissent pleinement accomplir leur voyage spirituel et leur élévation personnelle, passant du plomb qu'ils étaient sur Nibiru à l'or qu'ils deviendront sur Terre. Pour faire simple, si vous voulez par exemple partir en pèlerinage au Tibet pour vous élever spirituellement aux côtés des grands maîtres, vous devrez avant tout avoir le budget, prendre un avion, trouver un itinéraire, un guide, etc. Vous devrez donc travailler des raisons matérielles qui vous mèneront vers votre travail spirituel. Bref, revenons-en à nos moutons et à la Mésopotamie. Autre point extrêmement important, il faut se sortir de la tête que les Anunnaki sont des extraterrestres ultra développés technologiquement en mode Star Wars avec des voyages interplanétaires en vitesse lumière et des sources d'énergie futuristes type cristaux exogènes ou minerais inconnus. A priori, et replacé dans l'époque du moment, donc il y a bien longtemps, genre des dizaines voire des centaines de milliers d'années, les Anunnaki avaient un niveau technologique proche du nôtre, plus évolué certes, mais pas transcendant non plus. Ils possédaient donc des aéronefs permettant le voyage interplanétaire proche, ainsi que de grandes connaissances en mathématiques, astronomie, génétique, physique et chimie. Bref, ils étaient à l'époque en avance de quelques siècles sur notre niveau actuel. Pour faire simple, ils avaient marché sur leur Lune, colonisé leur Mars et maîtrisaient les sciences, la biologie et la génétique. Voilà. Mais ils ne possédaient pas des portes des étoiles, des trous de verre ou des vaisseaux se déplaçant à la vitesse de la lumière. Alors ça, c'était pour le côté civilisationnel des Anunnaki, mais il faut aussi remettre en place le côté géologique de la Terre. Bah oui, parce que vous vous doutez bien qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, les continents n'étaient pas à la même position que maintenant, et je fais pas mention ici de la dérive des continents, qui serait quasi imperceptible sur une aussi courte période, avec quelques dizaines de mètres d'écart, mais d'un événement bien plus marquant qui peut modifier en une fois l'ensemble des cartes de notre planète. Le basculement de l'écorce terrestre. Et non, ce n'est pas encore un délire de complotiste, puisque cette théorie a été émise en 1955 par Charles Hapgood, historien de l'université de Harvard, ayant également travaillé pour la CIA durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas Joel Clodo le mec. Sa théorie du basculement de l'écorce terrestre a d'ailleurs été approuvée à l'époque par Albert Einstein en personne, qui rédigea même la préface de son livre. Bref, d'après cette théorie, l'ensemble de l'écorce terrestre aurait, au cours de l'histoire, basculé comme une coquille autour d'un cœur liquide, modifiant totalement le positionnement des continents de notre planète et de son équateur. Si l'on en croit les travaux de Charles Hapgood, le dernier basculement aurait eu lieu il y a environ 12 000 ans, nous offrant alors la carte du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais avant. D'après des études menées sur les modifications du champ magnétique terrestre, la configuration totale de notre planète était quelque peu différente. Pour faire simple, l'Amérique du Nord était environ 3000 km plus au nord et l'Australie environ 3000 km plus au sud, plaçant donc le pôle Nord en plein Canada et le pôle Sud sur les côtes est de l'Antarctique. Avec cette configuration, l'équateur terrestre aurait été de la Bolivie au Japon. Bon, à une vache près les gars, on n'est pas non plus au millimètre près, c'est juste pour vous donner une idée. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le choix de la Mésopotamie par les Anunnaki pour établir leur colonie ? Eh ben justement, en prenant en compte cette modification géologique, la fameuse Mésopotamie se retrouve extrêmement proche de l'équateur, et cela va influencer non seulement le climat, mais également certains des choix des Anunnaki.
Souvenez-vous que je vous ai dit que le niveau technologique des Anunnaki n'était pas si futuriste que ça par rapport au nôtre actuel. Et donc, on peut supposer que certaines contraintes atmosphériques et naturelles devaient également leur être pénibles. C'est notamment le cas de la force centrifuge de la Terre. Il se trouve que plus on lance un appareil depuis un point proche de l'équateur, moins on consomme d'énergie pour quitter l'attraction terrestre. C'est un effet de fronde lié à la vitesse de rotation plus importante à l'équateur. Et oui, c'est pour ça que tous les lancements de fusées se font au plus proche de l'équateur, pour bénéficier de cet effet de fronde naturel et économiser du carburant, de l'énergie et du temps. Or, avec la théorie du basculement de l'écorce terrestre et une Mésopotamie 2 à 3000 km plus au sud, on se situe très proche de l'équateur, ce qui est donc un avantage non négligeable pour des transits d'appareils spatiaux. De plus, dans cette configuration géographique, le climat est également différent, beaucoup moins aride et beaucoup plus soumis aux précipitations et à une hygrométrie propice à la vie, à l'agriculture et à l'élevage. Les terres de cette région sont d'ailleurs extrêmement fertiles, puisque l'humanité s'y développera bien plus tard pour les mêmes raisons, nommant cet endroit du monde le croissant fertile du Moyen-Orient. La Mésopotamie est située entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui assurent une irrigation et un approvisionnement en eau permanent et très simple. Il s'agit donc d'une région composée de vastes plaines, fortement irriguées et non loin de l'équateur à cette époque. Pourtant, il y a un problème, et de taille. L'objectif premier des Anunnaki est de récupérer de l'or, et la Mésopotamie, c'est pas franchement une mine d'or, loin de là. De l'argile, oui, tant que vous voulez, mais de l'or, non, il n'y en a pas. Sauf que, si on étudie les textes antiques de Sumer, on peut en déduire que le lieu d'extraction aurifère choisi par les Anunnaki ne se trouvait pas en Mésopotamie, mais en Afrique centrale, et plus précisément dans la région du Zambèze. Alors le Zambèze, c'est juste là. On peut se demander pourquoi ne pas avoir construit la colonie dans la région d'extraction, directement en Afrique. Déjà, avec la configuration géographique pré-basculement des pôles, le Zambèze se trouvait plus loin de l'équateur que la Mésopotamie. Et de plus, cette région est extrêmement vallonnée et composée de collines, de hauts plateaux et de forêts denses. L'installation d'une colonie en ces lieux était donc probablement beaucoup plus problématique. Mais cette région du Zambèze possède toutefois un avantage certain, son fleuve, le Zambèze. Oui, c'est le nom, désolé, ils ont pas été chercher bien loin les mecs. Donc, en subodorant que les convois de minerais aurifères extraits en Afrique centrale devaient être acheminés vers la colonie de Mésopotamie pour y être expédiés par voie spatiale vers la planète Nibiru, le fleuve du Zambèze offrait une voie fluviale parfaite pour rejoindre les côtes est de l'Afrique dans l'océan Indien, n'ayant plus ensuite qu'à longer les côtes jusqu'au golfe Persique vers la colonie de Mésopotamie. La nature même de notre planète et de ses régions offre donc une configuration parfaite pour le projet initial des Anunnaki, avec un site d'extraction en Afrique centrale, un fleuve menant des convois jusqu'à l'océan Indien, menant lui-même, par un simple guidage des côtes, jusqu'à la colonie, proche de l'équateur, située dans une région plane et fertile. Alors, calmez-vous les furieux, je vous entends déjà. Pourquoi des extraterrestres possédant des vaisseaux spatiaux interplanétaires transporteraient leurs marchandises de façon primitive par bateau sur des fleuves ou des océans ? Justement, si les Anunnaki n'utilisaient pas de bateaux et des convois fluviaux, mais des aéronefs pour expédier le minerai aurifère d'Afrique vers la colonie de Mésopotamie. Le lieu précis choisi par les habitants de Nibiru pour s'établir sur Terre possède encore un précieux avantage. Le sud du golfe Persique et de la Mésopotamie se trouve en effet bordé par une chaîne de montagnes colossales, le Zagros, juste ici. Les sommets de cette chaîne montagneuse atteignent plus de 4200 mètres d'altitude et sont donc recouverts de neige éternelle. Les plus hauts sommets sont le mont Dena, juste là, et le mont Zardkou, juste ici. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre des montagnes et la colonie Anunnaki ?
Eh bien, c'est très simple. En partant du principe, cette fois, que les Anunnaki expédiaient leurs minerais par voie aérienne. Eh bien, si vous tracez une droite depuis le lieu d'extraction en Afrique jusqu'au sud de la Mésopotamie, vous obtenez une ligne directe menant vers ces deux sommets. Les neiges éternelles de ces deux montagnes de plusieurs milliers de mètres formaient donc des phares naturels pour les aéronefs arrivant d'Afrique. De la même manière que nos pilotes actuels utilisent des points de repère au sol, les Anunnaki pouvaient donc se fier au sommet montagneux du Zagros pour guider leur convoi aérien depuis l'Afrique vers la colonie. Mais l'emplacement de la Mésopotamie réserve encore au moins un dernier avantage non négligeable. Puisque nous ne connaissons pas là ou les sources d'énergie utilisées par les Anunnaki lors de leur venue sur Terre. Nous pouvons donc légitimement supposer qu'ils eurent besoin de trouver sur place une forme d'énergie disponible, une sorte de carburant pour alimenter leurs appareils ou pour les commodités de leurs installations. Or, il se trouve que non loin de la Mésopotamie, à quelques centaines de kilomètres tout au plus, se trouvent les gisements pétroliers de l'ouest de l'Iran. Certains de ces gisements ont la particularité d'être à ciel ouvert et donc de ne nécessiter aucune infrastructure particulière pour leur récupération, facilitant d'autant leur utilisation. La localisation de la colonie Anunnaki en Mésopotamie se trouvait ainsi juste à côté d'une réserve colossale d'énergie fossile. Donc, si nous résumons, replacé dans le contexte géologique de l'époque, et donc différent du nôtre avec une Mésopotamie plusieurs milliers de kilomètres plus au sud, cet emplacement offrait aux Anunnaki une position proche de l'équateur, facilitant les départs d'aéronefs vers l'espace, de vastes plaines fertiles, un climat particulièrement agréable et subtropical, une présence d'eau douce abondante avec les deux grands fleuves du Tigre et de l'Euphrate, un accès direct à l'océan Indien via le golfe Persique pour des transports maritimes, des repères visuels majeurs et constants avec les sommets enneigés du Zagros à plus de 4000 mètres d'altitude pour des transports aériens, et des réserves massives d'énergie fossile à ciel ouvert à quelques centaines de kilomètres. Comme vous l'aurez compris, le choix de cet emplacement précis pour y établir une colonie ne fut pas pris au hasard, et il relève d'une étude précise et aboutie d'un contexte géographique et géologique de cette région. La Mésopotamie fut donc choisie de manière stratégique par les Anunnaki, afin de parvenir au mieux à pouvoir accomplir leur mission. Je tiens toutefois à préciser un dernier point extrêmement important. Nous ne sommes pas les Anunnaki, et les Anunnaki ne sont pas les hommes. Donc, les choix, prises de décision, nécessité et logique ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que nous aurions fait de telle manière que eux auraient fait de même. Je précise ceci pour celles et ceux qui ne comprendraient pas pourquoi, dans le contexte qui était le leur, les Anunnaki ont décidé de créer une espèce esclave pour exploiter les mines d'Afrique. Il est vrai que les humains ont la particularité de solutionner leurs problèmes, et notamment ceux liés à la pénibilité, par la technologie et l'invention et l'utilisation de machines. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que nous trouvons cela logique que cela l'est pour toutes les espèces. Après tout, rien n'empêche la conception d'une espèce différente pour qui la création génétique d'une espèce destinée à accomplir les tâches ingrates ou difficiles domine sur la logique de mettre en place une machinerie mécanisée. Cela s'appelle juste être différent. Quoi qu'il en soit, le choix de la Mésopotamie comme lieu d'établissement principal pour les Anunnaki peut trouver de nombreux arguments. Et j'espère que cette vidéo aura au moins eu le mérite d'entrouvrir certains esprits récalcitrants à la possibilité de cette vision antique de notre histoire.